Comment 6000 Écossais ont vaincu 20 000 Anglais. L'incroyable histoire de Bannockburn. 1314. Juin 1314. Les Highlands écossais. Une petite armée de paysans et de gaillards affamés et mal équipés fait face à l'une des machines militaires les plus puissantes d'Europe. D'un côté, 6000 Écossais menés par Robert Bruce, un roi sans royaume. De l'autre, 20 000 soldats anglais, dont les chevaliers lourdement armés les plus redoutés du continent. Les Anglais ont l'avantage du nombre, de l'équipement et de l'expérience. Une victoire écossaise semble impossible. Pourtant, c'est ici, en 2 jours, que va se dérouler l'un des plus grands renversements militaires du Moyen Âge. C'est l'histoire de Bannockburn. Pour comprendre pourquoi cette bataille fut si importante, nous devons remonter quelques années en arrière. L'Écosse n'était plus un royaume indépendant. Le roi d'Angleterre Édouard Ier, surnommé le marteau des Écossais, avait brutalement soumis le pays. Les nobles écossais avaient dû lui jurer allégeance. Ceux qui refusaient étaient exécutés. Le légendaire William Wallace avait tenté de résister, mais lui aussi avait fini sur l'échafaud, écartelé et exposé en guise d'avertissement. L'Écosse semblait perdue. Mais alors entra en scène Robert Bruce, un noble écossais ayant des prétentions à la couronne. En 1306, il assassina son rival dans une église, un acte sacrilège qui faillit tout lui coûter. Mais au lieu de fuir, il se fit couronner roi d'Écosse. Les Anglais rirent. Un roi sans terre, sans armée, excommunié par l'Église. Bruce ne renonça cependant pas. Année après année, il conquit château après château. Il mena une guérilla, évitant les batailles rangées et épuisant les occupants anglais. En 1314, il contrôlait presque toute l'Écosse. Il ne restait qu'une seule forteresse importante. Le château de Stirling. Stirling était la clé de l'Écosse. Qui contrôlait Stirling contrôlait la route principale entre les Highlands du nord et le sud. Le frère de Bruce, Édouard, assiégea le château pendant des mois. Finalement, il conclut un accord avec le commandant anglais. Si aucune armée anglaise n'arrivait en renfort avant le 24 juin, le château serait rendu. C'était un piège, mais pas pour les Écossais. Lorsque le roi d'Angleterre Édouard y apprit cet accord, il n'eut pas le choix. Il ne pouvait permettre qu'une forteresse aussi importante tombe sans combattre. Ce serait une humiliation. Il rassembla donc la plus grande armée que l'Angleterre ait constituée depuis des années. 20 000 hommes, 2 500 cavaliers lourds, l'élite de la puissance militaire anglaise, 3 000 archers gallois avec leurs arcs longs dont les flèches pouvaient percer les armures, et des milliers de fantassins. Cette armée marcha vers le nord, convaincue d'écraser la rébellion écossaise une fois pour toutes. Robert Bruce savait exactement ce qui arrivait. Et il se prépara. Il choisit soigneusement son champ de bataille. Une étroite bande de terre entre le ruisseau de Bannockburn et les forêts denses de New Park. Les Anglais ne pouvaient pas y déployer leur supériorité numérique. Leur cavalerie ne pouvait pas effectuer de manœuvres de contournement. Bruce fit creuser par ses hommes des milliers de petits trous recouverts de branches et d'herbes, des pièges mortels invisibles pour les chevaux. Il entraîna ses soldats à une formation appelée chitron, des cercles d'hommes hérissés de lances de 3 mètres comme des hérissons humains. Contre la cavalerie, ces formations étaient presque impénétrables. Le 23 juin, les Anglais arrivèrent. Ce qui suivit devint une légende. Un chevalier anglais nommé Henri de Bohun aperçut Robert Bruce chevauchant devant ses troupes. Armé seulement d'une hache de guerre et monté sur un petit cheval. De Bohun vit sa chance de gloire. Il abaissa sa lance et chargea. Le roi d'Écosse sur son petit poney alla à la rencontre de l'un des chevaliers les plus redoutés d'Angleterre. Au dernier moment, Bruce fit une esquive brutale. Alors que de Bohun passait à côté de lui, Bruce se dressa sur ses étriers et abattit sa hache. Le coup fendit le haut et le crâne de Bohun en deux. Le manche de la hache se brisa sous l'impact. Silence. Puis les Écossais rugirent d'enthousiasme. Leur roi venait de tuer le champion anglais en combat singulier. Le moral monta en flèche. Cette nuit-là, les commandants anglais débattirent. Certains voulaient attendre, laisser les soldats se reposer et trouver une meilleure position. Le roi Édouard était cependant impatient. Le délai pour Stirling expirait le lendemain. Il ordonna l'attaque pour le matin. Cela allait se révéler être une erreur fatale. Le 24 juin à l'aube, l'armée anglaise avança. Il devait traverser le Bannockburn et se frayer un chemin à travers le terrain étroit. La cavalerie lourde mena la charge comme toujours. Il s'attendait à ce que les Écossais fuient,
comme il le faisait toujours devant des chevaliers montés. Mais les Écossais ne prirent pas la fuite. Les Chiltrons tinrent bon. La première vague de cavalerie anglaise s'écrasa contre le mur de lance. Les chevaux hurlaient et tombaient sur leurs cavaliers. Les chevaliers derrière ne purent s'arrêter à temps et foncèrent droit dans le chaos. D'autres chevaux trébuchaient dans les fosses cachées. Les cavaliers en armure complète ne pouvaient se relever après leur chute. Les archers anglais tentèrent d'aider, mais le terrain était si étroit et les armées si proches l'une de l'autre qu'ils ne pouvaient tirer sans toucher leurs propres hommes. Leurs flèches touchaient souvent leurs propres soldats. Bruce gardait en réserve 500 cavaliers légers. Il les envoya maintenant contre les archers. Sans le soutien de la cavalerie lourde, embourbée dans le chaos, les archers s'enfuirent. Heure après heure, l'armée anglaise s'entassait sur l'étroite bande de terre. À l'avant, les hommes combattaient désespérément contre des murs de lance. À l'arrière, des milliers d'autres se pressaient, incapables de combattre. La chaleur était insupportable. Des hommes en armure complète s'effondraient d'épuisement. Les morts s'empilaient si haut qu'il fallait grimper sur des montagnes de cadavres. Puis vint le moment qui décida de tout. Bruce avait gardé une réserve, les hommes d'argile sous le commandement d'Anglusog. Des troupes fraîches. Il les lança dans la bataille. Au même moment, un nouveau groupe apparut sur la colline. C'était le train de bagages écossais, les serviteurs et les suiveurs de camp, armés de tout ce qu'ils avaient trouvé. Ils ressemblaient à une autre armée. Pour les Anglais épuisés, c'était trop. Quelqu'un cria « Trahison ». D'autres crièrent « Retraite ». La panique se répandit. Le roi Édouard fut entraîné presque de force par ses gardes. Son armée s'effondra. Ce qui devait être une retraite ordonnée se transforma en débandade. Les hommes jetaient leurs armes, leurs armures, tout ce qui les ralentissait. Ils se jetaient dans le Bannockburn et tentaient de nager vers l'autre rive. Beaucoup se noyèrent sous le poids de leur équipement. D'autres furent massacrés par les Écossais qui les poursuivaient. Le carnage fut terrible. Des familles nobles entières d'Angleterre furent anéanties. Ce jour-là, plus de 4000 soldats anglais moururent. Beaucoup d'autres furent capturés, dont des dizaines de nobles. Les rançons que Bruce collecta financèrent son royaume pendant des années. Les Écossais eurent moins de 500 morts. Bannockburn fut plus qu'une simple bataille. Ce fut la preuve que l'Angleterre n'était pas invincible. Que la discipline et la tactique pouvaient vaincre la supériorité numérique et technique. Robert Bruce était désormais indéniablement roi d'Écosse. L'Angleterre tenta pendant des années de reconquérir l'Écosse, mais après Bannockburn, son élan fut brisé. En 1328, l'Angleterre reconnut officiellement l'indépendance écossaise par le traité d'Édimbourg.